sont très importantes dans mon projet de livre. On en parlera un peu plus tard. Je vais d'abord les laisser se présenter aussi à leur tour. Ok. Bonjour à toutes et tous. Donc je me présente, je suis Michel Taube, je suis le fondateur du média Opinion Internationale, je suis éditorialiste également dans certains médias, CNews, Sud Radio, Beurre FM et quelques autres médias. J'aimerais remercier Jean-Pierre Bardot, directeur de cette belle maison, Monsieur le maire, Henri Lemoine, je crois que l'adjointe qui est présente en charge de la culture. Et j'aimerais surtout remercier, si vous me le permettez, alors Georgia Sarrector, qui ne peut pas être là, mais que je dois remercier. Et puis, bien entendu, Philippe Hanch et Régis Hector qui sont ici. J'en dirai plus après, mais je suis aussi et surtout présent en tant qu'éditeur de ce très bel ouvrage, qui est beaucoup plus qu'un livre. Ça, on en parlera après, Ma guerre illustrée d'Ukraine de Régis Hector. Bonjour à tous. Je suis le directeur du Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme à Verdun. Ça fait depuis 2015 que nous travaillons sur la guerre en Ukraine, parce qu'elle n'a pas commencé en 2022. Elle a commencé déjà en 2014 avec la révolution de Maïdan. Et si on veut remonter un peu plus loin, on peut même s'apercevoir, quand on regarde un des ouvrages et la lettre qui accompagne un ouvrage remis au président de la République française en 2008, c'était Nicolas Sarkozy à l'époque, on s'aperçoit déjà à l'époque que l'Ukraine voulait être européenne. Et c'est cette volonté d'être européenne, c'est-à-dire d'adopter nos valeurs, dont les libertés, qui a conduit à une contestation par la Russie en 2014, à la première partie de cette guerre qui était en Crimée, et puis cet épisode en 2022. Et dès l'origine de ce nouvel épisode, en février 2022, j'ai cherché à expliquer ce qui se passait encore plus qu'on ne le faisait avant. Et comme je travaille régulièrement avec Régis pour différents projets, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de voir comment on peut aller plus loin. Et c'est à ce moment-là qu'il avait publié cette magnifique image où on voit cette terre qui ressemble à une bombe, où Poutine va allumer cette mèche et risque de la faire sauter. Et c'est l'origine finalement de ce livre, ce dessin, cette collaboration qui a commencé autour de l'Ukraine entre Régis et moi, et puis quand on travaillait avec la résistance en Ukraine, et on a eu la chance de pouvoir présenter la première exposition de la résistance en Ukraine hors d'Ukraine, c'était en mars 2022, moins de 15 jours après le début de la guerre. On a associé très vite la résistance en Ukraine et on a voulu que les dessins de Régis qui paraissaient dans Opinion Internationale, qui étaient chez nous présentés au Centre mondial de la paix, on a voulu que ces dessins aient aussi en Ukraine. Et ils ont été très très bien perçus en Ukraine. Et maintenant, ça fait plus de 2 ans, malheureusement, parce que c'est 2 ans de résistance, 2 ans de guerre, mais c'est 2 ans de résistance, 2 ans de dessin pour Régis, tous les jours pratiquement, pour suivre l'actualité et quelque part pour expliquer aussi à tout le monde de façon simple une situation qui est particulièrement complexe. Voilà un petit peu la genèse du projet de mon côté. Ouais, tu as bien exposé le projet, donc c'est ça. Moi je faisais simplement mon boulot de dessinateur de presse. Je regardais au départ cette guerre d'assez loin, en tant qu'observateur graphique. Et je publiais donc mes dessins chez Michel, sur Opinion Internationale. Et quand Philippe a vu ce dessin, je lui ai dit tout de suite, ok, prends-le, et j'en ai plein d'autres. Et il m'a dit, ben, je les prends tout de suite. Et c'est comme ça qu'il les a présentés au responsable du musée de l'histoire de la Seconde Guerre et de l'histoire de Kiev, on va dire. Et depuis 2 ans, oui, je collabore avec eux, je travaille avec eux. Ils ont un jour envoyé un super message. Ils m'ont dit, écoutez, monsieur Hector, vous n'imaginez pas combien ce soutien graphique, certes on a besoin d'armes, on a besoin de soutien, on a besoin d'argent, on a besoin de tout ce qu'on a besoin pour combattre l'adversaire, les Russes, enfin le Russe, parce que moi j'aime bien dire le Russe. Je
je parle de Poutine. Ils m'ont dit, on a aussi besoin d'humour et de soutien comme ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'il y a une réelle amitié qui est née entre nous. J'ai d'ailleurs, en plus de ce livre-là, un projet de bande dessinée, de roman graphique qui va raconter l'histoire du musée sous la guerre, avec eux. On travaille avec eux, avec mon scénariste Marc-Antoine de Roubaix. On est en train de travailler dessus. C'est assez difficile parce que ils ont beaucoup de choses à penser que de nous aider des fois à faire le scénario. Parce que souvent, on est ce qui m'a une fois choqué, qui m'a mis la réalité dans les oreilles et dans les yeux, parce qu'on était en visioconférence, Philippe était là, on était à un café à Metz, et puis on était en visioconférence, et à un moment, Dimitri nous a dit, il a dû couper court parce qu'ils étaient en train de se faire bombarder. Quoi. Donc, et c'est souvent le cas comme ça. Avant-hier, j'étais avec une correspondante dont on parlera plus tard, Yuba, qui est journaliste là-bas. Pareil, là ça fait maintenant, depuis l'attentat qui a eu lieu à Moscou, elle vit avec son mari et sa fille toutes les nuits, ils dorment dans les caves. C'est assez difficile à entendre quand nous on est bien blottis là. Donc j'ai vraiment une envie de réussir avec eux, et vraiment ce que je leur ai dit une fois, c'est le jour où j'arrêterai, où je ferai mon dernier dessin sur ce conflit-là, je serai heureux. Mais pour l'instant, non, je continue, c'est indéniable. Et puis officiellement, maintenant, vous pouvez aller voir l'expo tout à l'heure au musée, vous l'avez déjà eu peut-être. Profitez-en parce que ces dessins ne seront exposés, je crois, pratiquement qu'ici, à Pont-à-Mousson. Bon, après Michel, il va essayer d'en prendre certains pour les montrer à Paris aussi, mais normalement, l'expo dans son intégralité sera ici simplement à Pont-à-Mousson, et ensuite elle va partir à Kiev. Et j'ai eu le directeur du musée en correspondance il y a deux jours. Il me prépare une exposition, la même exposition là-bas, avec réception, etc. Parce qu'ils ont vraiment envie. De toute façon, moi je leur fais don de mes dessins, parce que je considère que mes dessins ne m'appartiennent plus, parce que c'est leur histoire. Donc c'est leur dessin maintenant. Voilà. C'est pour ça qu'ils partiront là-bas. Ouais, et moi, bien sûr, j'irai aussi sur place voir l'exposition, les soutenir et puis accompagner le tout. Donc ça, c'est un peu la genèse du bouquin, c'était un peu ce dessin-là. Et en fait, ils avaient commencé à alimenter leur page Facebook avec mes dessins. Il y avait un bon retour, et puis ça a vraiment fait boule de neige. Et c'est comme ça qu'est née l'envie. Et moi, j'ai appris à les connaître, à les aimer. Puis voilà, c'est devenu des amis, et ils ont besoin de nous. Oui, c'est ce que Régis vient de dire est très important, c'est qu'effectivement, les Ukrainiens ont besoin de l'Europe. Ils ont tourné leur visage vers l'Europe depuis longtemps, depuis que l'Ukraine est indépendante. Ils ont cette volonté de partager nos valeurs et pas celles de l'ancienne Union soviétique devenue Russie. Ils sont dans une situation que nous avons connue ici en France et en Europe pendant 2 guerres, et nous avons été très contents qu'à l'époque, des alliés viennent nous aider. Donc cette présence des alliés à leur côté est vraiment nécessaire, utile, et tout le travail qu'on peut faire de pédagogie autour de la situation en Ukraine, du quotidien des Ukrainiens, est vraiment important, parce que ce soit au travers du travail de Régis Hector, que ce soit au travers des expositions qui montrent la réalité. Moi, je me souviens, j'étais très en colère en juin 2022 quand j'entendais des visiteurs qui venaient chez nous et qui nous disaient « Oui, mais l'Ukraine, pourquoi il faut soutenir? Est-ce qu'on peut pas... Est-ce que c'est pas nécessaire de garder l'argent pour nous? On a quand même besoin aussi d'argent. Faut-il vraiment les soutenir ?» Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de présenter une exposition sur les crimes de guerre qui s'était déroulée à Boutcha, à Borodovka et toutes les petites villes autour. Parce que quand on voit le quotidien, sincèrement, on réfléchit peut-être un tout petit peu plus avant de dire non, il ne faut pas aider l'Ukraine. Donc ça, c'était vraiment, ce sont des points importants. Et le travail de Régis est exemplaire parce qu'il permet vraiment, le dessin de presse, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Ça résume de façon claire, explicite pour tout le monde, une situation qui est compliquée, qui est complexe, qui est difficile à percevoir et qui n'intéresse pas forcément, parce que dans le quotidien, vous le savez, vos amis, vos collègues, votre famille
elle a envie d'une vie paisible, d'une vie sage, et elle n'a pas envie de passer simplement son temps devant les informations relatives aux événements en Ukraine, devant les informations géostratégiques, parce qu'elle se dit c'est pas pour moi. Et non. L'avantage du dessin, c'est que tout le monde le comprend. Et tout le monde peut s'intéresser à une situation qui, effectivement, normalement, relève de la responsabilité des dirigeants et des militaires. Pour aller encore un tout petit peu plus loin, ce travail, c'est aussi une façon, peut-être, pour chacun, de pouvoir s'approprier des situations et de se faire aussi relais dans la situation en France. Parce qu'on est tous... Je crois qu'on a une devise qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Il y a bien liberté dedans. Et on est tous conscients que cette liberté, on l'apprécie au quotidien, on souhaite la défendre. On souhaite la défendre au-delà de nos frontières en Europe, mais on souhaite aussi qu'elle ne soit pas mise à mal par un pays comme la Russie, qui est finalement situé à seulement 2000 km. Alors, moi, je vais être assez bref, mais dire un petit peu pourquoi j'ai voulu en fait éditer ce livre et proposer à Régis qu'on le fasse ensemble. Il y a plusieurs raisons. En fait, moi, mon parcours, il est entre les enjeux de citoyenneté et les médias. Et j'ai toujours considéré que l'information, elle n'est jamais objective, elle correspond toujours à des valeurs, à des convictions qu'ont les éditeurs. D'ailleurs, quand vous voyez le paysage, par exemple, audiovisuel français, ben, vous avez des médias qui correspondent à des valeurs de leurs dirigeants. Il y en a de gauche, de droite, du centre, il y en a qui... bon, pour moi, je ne crois pas à l'information objective. Et donc, moi, j'ai toujours assumé le fait que, en fait, dans les médias, il y a des journalistes, certes, mais il y a aussi des éditorialistes, et qu'en fait, beaucoup d'éditeurs sont en fait des éditeurs engagés. Donc moi, je me considère comme un éditeur engagé, pas forcément partisan, je n'appelle pas à voter pour un tel ou un tel, mais en revanche, je défends des valeurs, je défends des convictions, même si j'aime beaucoup le pluralisme et donner la parole à des personnes qui ne pensent pas comme moi. Donc dans Opinion Internationale, par exemple, il y a parfois des personnes qui écrivent des articles pro-russes, plutôt contre l'intervention de la France en Ukraine, mais en tant qu'éditeur, j'affiche clairement, depuis maintenant plus de 2 ans, à la une de notre média, un petit drapeau que j'aimerais vous montrer, qui défile un petit peu derrière nous. Un petit drapeau qui est, voilà, ce drapeau-là, qui est juste tout en haut de notre site internet Opinion Internationale, et qui, selon moi, résume, parmi tous les dessins que fait Régis sur cette terrible guerre, cette sale guerre d'invasion, de tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, résume toute l'intention, je trouve, du dessinateur, dans laquelle moi je me retrouve complètement depuis que Régis nous fait des dessins depuis le déclenchement de cette guerre. Mais pour aller un petit peu plus loin, moi, si j'ai vraiment été très très impressionné, séduit par les dessins de Régis, qui ne dessine pas que sur l'Ukraine. Si vous allez sur notre site internet, il commente l'actualité presque tous les jours sur évidemment tous les sujets d'actualité qui l'interpellent, les problèmes de sécurité en France, les problèmes de laïcité, les problèmes sociaux. Évidemment, il n'est pas que sur ce sujet-là. Mais ce dessin-là et ces dessins-là constituent un fil conducteur dans l'œuvre de Régis depuis maintenant 2 ans, parce qu'effectivement, il s'est passé quelque chose d'inouï en Europe. C'est le retour de la guerre, c'est le retour de la tragédie, comme le disait le président de la République. Mais avant de parler de cette dimension-là, moi, sur quoi je voudrais insister, c'est sur la dimension artistique. Et dans la dimension artistique des dessins de Régis, une dimension qui est propre à l'art et qui s'appelle l'humour. Alors déjà, la dimension artistique. Je crois il me semble que c'est aujourd'hui ou dans ces jours-ci, la journée européenne des métiers d'art.
Et je trouve que le dessinateur de presse, c'est un artiste. C'est un artiste. C'est aussi un journaliste, ça j'en parlerai après, mais c'est avant tout un artiste. Et je trouve qu'il y a de l'art dans les dessins que fait Régis. Alors ça m'embête de le dire devant lui, mais je le pense vraiment. Il y a comme ça des dessinateurs de presse qui sont des artistes. Et avant même le contenu des dessins, il y a un travail artistique. C'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, c'est l'humour. Capital. Dans un dessin de presse, il y a très souvent, une dimension d'humour. Il y a une caricature, il y a une forme de recul par rapport à l'actualité, ça fait rire, ça gêne. Il y a quelque chose qui tourne autour de l'humour. Or, l'humour, c'est une valeur cardinale d'une société démocratique. C'est une valeur absolument, c'est à la fois une valeur refuge, c'est une valeur repère, c'est une valeur forte d'un pays libre, d'une démocratie. Et moi, je constate que, d'ailleurs, on dit souvent qu'il y a un recul important de la démocratie dans le monde. C'est malheureusement vrai à travers le prisme des dessins de presse. Parce qu'il y a de moins en moins de dessins de presse. Prenez aux États-Unis, par exemple, les plus grands journaux comme le New York Times ont supprimé leurs dessins de presse de leur une parce que, justement, cette dimension d'humour faisait rire de moins en moins de gens, manifestement, et qu'ils ne voulaient pas prendre de risques, et donc ils les ont supprimés. Et la France fait certainement partie des pays qui résistent encore à cette tentation de recul de l'humour, même si en France on a aussi de moins en moins d'humour, mais c'est quand même, je trouve, quelque part devenu presque un acte de résistance de pouvoir afficher l'humour. Et moi, dans notre modeste média Opinion Internationale, on est fiers de publier des dessins de presse qui manient la caricature, l'humour, qui sont parfois très acérés, parfois assez durs, assez violents, mais qui sont ce trait d'humour qui constitue une société libre, une société démocratique. J'aime bien rappeler, je pense qu'on a tous lu ou vu le roman ou le film Le nom de la rose, qui est un des chefs-d'œuvre, je trouve, de la littérature et du cinéma. Mais c'est quoi l'histoire du nom de la rose? C'est quoi le nom de la rose? C'est l'histoire de jeunes religieux qui veulent lire un livre dont ils ont entendu parler. Ils veulent lire ce livre qui est dans le donjon de la bibliothèque de ce lieu religieux. Et ce livre, c'est quoi? C'est un livre qui n'a peut-être pas existé d'ailleurs, je crois. C'est le traité ou le tome 2 du traité du rire, je crois, d'Aristote. Et le patron du monastère, lui, c'est un dogmatique. C'est pas un gars qui a de l'humour et qui veut surtout pas que les jeunes développent leur esprit critique, leur esprit, j'ai envie de dire, démocratique, et donc il les fait tuer parce que justement ils ont cette tentation d'aller vers le rire. Et ben, en fait, le rire, l'humour, c'est absolument capital dans une société démocratique. Et je pense que c'est très important de mettre en avant les dessins de presse, c'est important d'en publier, c'est important d'en lire, entre guillemets, et de les soutenir. Et donc, cette dimension du dessin de presse me paraît absolument capitale. Moi, j'aime bien dire que Régis Hector, c'est notre Cabu. Et vraiment, il y a une tradition de dessin de presse. Alors, moi, je disais souvent Plantu, mais Régis me disait qu'il préfère Cabu. Donc, les deux sont deux grands artistes et deux grands dessinateurs. Donc, la dimension du dessin de presse, c'est une œuvre d'art, c'est de l'humour. Et puis, un dessin de presse, les dessins de Régis, et la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, dans cette belle institution de la Cité du Papier, c'est aussi qu'un dessin de presse, c'est un véritable éditorial. C'est un éditorial. Et ces dessins-là, cette série de dessins, je ne sais pas combien tu en es, 150, 200 dessins sur la guerre... je vais atteindre les 200 dessins. Voilà. C'est 200 éditoriaux qui commentent au fil des jours et des mois, et des semaines et des mois, l'actualité tragique et terrible que vivent les Ukrainiens. Et donc, pour moi, c'est des vrais éditos, engagés, qui évidemment prennent position contre Poutine, très clairement, pour soutenir le peuple ukrainien, très clairement. On peut ne pas être d'accord, c'est un choix qui a été fait,
qui est assumé, qui correspond évidemment pleinement à une nécessité européenne, mais cette dimension d'engagement me paraît absolument capitale. Et pour moi, en fait, les dessins, comme je l'ai écrit dans la préface du bouquin, les dessins de Régis sont des véritables armes de soutien massif à l'Ukraine. Chaque dessin, c'est un missile envoyé pour soutenir les Ukrainiens. Et bon Dieu qu'ils en ont besoin, parce qu'il faut aussi reconnaître que la situation est très difficile difficile pour les Ukrainiens. Et que tous les jours, non seulement beaucoup d'Ukrainiens meurent au combat, les Russes aussi meurent au combat à cause de Poutine. D'ailleurs, je précise qu'on fait la part entre Poutine et le peuple russe, qui malheureusement vit sous le joug depuis des siècles de tyrans successifs qui se sont succédés en Russie. Mais chacun de ces dessins, c'est une véritable arme de soutien massif à l'Ukraine. Chaque dessin, c'est un missile qui est envoyé pour soutenir les Ukrainiens. Mais ces dessins, ils ne s'adressent pas qu'aux Ukrainiens, ils s'adressent aussi à nous, Français et Européens de l'Ouest. Parce que je pense que tout le monde le constate, le doute s'est inséré dans nos esprits. Il y a tout un travail qui est fait à la fois par les services secrets russes, qui sont extrêmement efficaces malheureusement, et aussi dans l'opinion publique française, en d'autres heures sombres de notre histoire, qui nous font douter. Mais moi je dis, il ne faut pas douter. Nous sommes en guerre, indirectement, ou presque directement, mais nous sommes en guerre. On nous a déclaré une guerre contre l'Ukraine, mais une guerre aussi contre nos valeurs d'humour, nos valeurs de liberté, nos valeurs de droit de rire, de caricaturer. Il n'y a pas que Poutine d'ailleurs qui nous a déclaré la guerre en la matière, mais ça je ne vais pas l'aborder ici. Mais c'est vrai que, voilà, le moment est venu. Vous savez, je vais vous dire, quand il y a une guerre, moi c'est, évidemment, je suis déjà vieux, j'ai 57 ans, mais à 57 ans, on est encore très jeune, heureusement. Moi, je n'avais pas connu la guerre. Alors, nous, on ne la connaît pas encore en France, évidemment, et c'est tant mieux. Mais quand même, la guerre est de retour sur le sol européen. Et lorsqu'il y a une guerre, il faut choisir son camp. On ne peut pas se contenter de palabrer et d'essayer de tenir une ligne claire. Non, malheureusement, lorsqu'il y a une guerre, il faut choisir son camp. Et c'est vrai que, tout en étant ouvert au pluralisme, à des points de vue différents, nous, en tous les cas, on a fait un choix qui est clair. Et le dernier point que moi je voudrais dire, c'est que, pour reprendre ce même drapeau que nous avons vu tout à l'heure, j'aimerais refinir avec ce drapeau qui est dans l'ouvrage. Le 9 juin, il y a des élections européennes. Et donc, nous sommes tous appelés à voter, à faire un choix. Et je pense véritablement qu'un des critères qui va jouer dans le bulletin de vote, dans l'urne, dans les choix des Français, déjà d'aller ou de ne pas aller voter, et ensuite de voter pour tel ou tel candidat, eh bien, il y a la question de l'Ukraine. Il y a la question de notre soutien nécessaire à l'Ukraine. La question du sens profond que représente l'Europe pour nous, Français, et pour nous, Européens. Et donc ce drapeau, aussi, il résume, selon moi, à sa manière, un des enjeux capitaux des prochaines élections européennes, c'est-à-dire des choix que nous, Français, devons faire pour notre avenir commun. Voilà ce que je voulais dire. Alors, pour compléter ce qu'a dit Michel tout à l'heure en parlant de mes dessins, et ça je sais que vous l'aviez compris, mais j'aime bien aussi le dire et le répéter, à travers ces dessins, je ne suis pas l'ennemi des Russes, je suis l'ennemi de Poutine et de Staklik. Et en fait, les seuls Russes que je dessine, c'est lui, et ses généraux et son état-major, ou alors un soldat russe anonyme. Mais jamais je ne dessinerai le peuple russe, qui pour moi est la première victime du pouvoir de cet abruti, comme je l'ai dit dans le journal. J'aime bien le dire.
Je sais que mes vacances prochaines à Saint-Pétersbourg sont compromises. Donc je m'arrêterai à Kiev. Et c'est une très jolie ville. Je vais élargir un tout petit peu le propos parce que Régis, quand il m'a invité à participer, m'a dit surtout il ne faut pas parler que d'Ukraine, il faut parler de liberté parce que c'est l'essentiel de la conférence. Et le travail des dessinateurs de presse, ils sont déjà nombreux dans notre région et on est chanceux d'avoir, on a Réserve, on a le Fred Touron, c'est quelqu'un de ma famille en plus, donc je le connais particulièrement bien. On a une quantité de dessinateurs de presse qui œuvrent en France, effectivement, peut-être plus qu'à l'étranger, parce que quand on a travaillé au début de l'offensive russe pour trouver des dessins de presse, des caricatures qui venaient compléter les recherches qu'on faisait autrement, on s'est aperçu que c'était quand même en France et en Europe qu'on avait plus de dessinateurs qui s'engageaient sur cette thématique. Mais au-delà des dessinateurs de presse, on va avoir toutes les personnes qui sont engagées réellement pour expliquer une situation. Les reporters de guerre, les photographes de guerre, un Patrick Chauvel qui va sur un terrain et qui va effectivement capter ce qui se passe pour le retranscrire. Alors c'est peut-être plus simple avec cette guerre où on a effectivement cru qu'il y avait beaucoup plus d'images et que c'était beaucoup plus accessible. Mais quand vous regardez la réalité des choses, très peu de journalistes sont vraiment sur le front, ils sont en général un petit peu plus loin. Et la masse d'informations, la masse d'images, finalement, réduit un petit peu la force de leur travail. Mais les reporters de guerre qui nous permettent de comprendre la situation, alors ils le sont en Ukraine, ils sont rarement en Russie, sauf à être embarqués, entre guillemets, par les forces russes et à ne pas pouvoir réellement avoir un discours libre avec les personnes qui vont interviewer. Ces personnes-là, elles défendent nos libertés, elles nous permettent à chacun de se forger une opinion. Personne, je pense, et c'est certainement pas le rôle que j'ai au Centre mondial de la paix dans la programmation que je formule, personne n'est là pour imposer une opinion, pour essayer de faire aller telle ou telle personne dans telle direction politique. Je pense qu'on a tous un rôle qui est celui de faire ouvrir les yeux, ouvrir les esprits. Et je suis toujours très content lorsque, à la fin d'une visite, quelle que soit la visite, et si possible consacrée à l'Ukraine, je vois un visiteur qui prend le temps de regarder les livres qui sont présents à la sortie en boutique, parce qu'il a envie d'aller plus loin, il a envie de comprendre. Et dès lors qu'on arrive au travers d'un reporter de guerre, d'un photographe, d'un dessinateur de presse, d'un envoyé spécial, d'un grand reporter, dès qu'on arrive effectivement à avoir cette capacité à entretenir notre sens critique, notre capacité intellectuelle à nous intéresser à autre chose que notre quotidien, je pense qu'effectivement on est en capacité de défendre ces valeurs qui ont été si chères à conquérir sur le plan européen. Ça fait des siècles qu'on se bat et on a aujourd'hui à moins de 2000 km un président russe qui souhaite les combattre, qui les combat au quotidien. Il ne faut pas se leurrer quand le président de la République dit que... il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais il n'est pas loin de le dire. La Russie nous fait déjà la guerre. Elle le fait en termes d'influence. Elle l'a fait pour les dernières présidentielles. Elle le fait au quotidien dans le travail de SAP qui est mené avec les réseaux sociaux. C'est très facile de vous expliquer, si vous voulez, comment fonctionne ce travail. Vous avez des fermes à trolls. Il y en a une à Saint-Pétersbourg, elle était d'ailleurs dirigée par Prigojine, où vous avez quelques centaines de personnes qui sont en permanence sur un ordinateur. Le premier poste une information. Cette information est totalement